Et en train de dominer le romarin, après le président de la Chambre d'agriculture, c'est incroyable ce pays de Man, le président de la FDSEA, le syndicat le plus important, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes de Haute-Provence, Laurent Despiez, dans le romarin que vous êtes en train de biner. Il s'agit de faire quoi en fait? D'abord bonjour. En fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite cuve à l'avant. Donc parce que je suis en production en agriculture biologique et donc j'ai mis de manière frontale l'engrais organique donc au pied de la plante. Vous voyez, il reste des petites traces là, que vous voyez. Et donc l'idée, c'est de diminuer la présence des adventices entre les plants. Et donc du coup, on passe avec une petite machine à bras et pour éviter le piochage à la main, ou le moins le réduire au maximum. Alors j'étais en train, tout à l'heure, en introduction dans les tournesols, bref, de flatter ce territoire de Man, Forcalquier, Banon, etc. Vous avez quand même une diversité de production. Donc on est dans le romarin. Mais alors si on essaye de lister un peu ce qui se produit ici, on a vu évidemment les salades de Frédéric, l'ail, la lavande, le lavandin, mais je vais en oublier, vous avez mis le tournesol, je l'ai dit, le blé, l'orge, le petit épeautre. Le petit épeautre en IGP, parce qu'on fait par quoi, c'est une des productions un peu emblématiques du territoire. Il y a le petit épeautre, il y a beaucoup de maraîchage diversifié. On voit des productions d'asperges sur le plateau là-haut. C'est vrai que je crois qu'on a un territoire qui est très diversifié grâce aussi à son barrage, hein, parce que ça nous a permis d'avoir une multitude de cultures, d'avoir des exploitations qui sont plutôt spécialisées. Même s'il va falloir le rehausser. Hein. Oui, il va falloir le rehausser. On est dans une année un peu plus complexe que les années habituelles. C'est vrai que c'est ce qui nous a permis d'avoir ces exploitations un peu disparates avec de l'élevage bovin hein, sur le bas du village jusqu'à Dauphin. Même sur Forcalquier, on a des oliviers aussi. C'est vrai qu'on a une vraie diversité et en plus je trouve que ça fait des complémentarités de production et c'est plutôt... Vous déclarez principauté, déclarez l'autonomie de ce secteur, vous êtes autosuffisant? Je pense qu'on pourrait, il faut regarder mais je pense qu'on pourrait. Mais, vous êtes président de la FDSEA, je disais le syndicat le plus important, bien au courant de ce qui se dit, des tracas de la profession, donc tout le monde parle de sécheresse, surtout en ce moment, et puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup de réserves dans les montagnes, pour pas dire pas du tout. Quels sont les autres... points délicats de la profession en ce moment? Les points délicats, ils sont multiples. De la prédation, faut dire. Moi, j'ai des gros sujets en ce moment. Le sujet du moment, c'est de dire ça va mieux. Enfin, c'est le message général qu'on entend de haut niveau, au gouvernement ou au comité loup. Oui, voilà. J'y suis tout à l'heure. Oui, on nous dit que ça va mieux, mais sauf que sur le comptage, on a compté beaucoup plus de loups. Et en fait, le sujet, c'est que vous avez une multitude de problématiques. C'est-à-dire que vous avez parlé de la sécheresse tout à l'heure. On s'aperçoit que par exemple cette année, en foin, en fourrage, on est à 40%, 45% de la récolte sur ce territoire. Hein. Vous l'avez dit, il n'y avait pas de manteau neigeux, donc il y a des problèmes d'eau. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un automne plutôt difficile sur l'élevage, plus les problématiques liées aux chiens de protection. J'étais récemment dans une commune pour travailler sur la communication avec le grand public, les gestes les bons gestes qu'il faut avoir avec des patous, avec des chiens qui protègent les troupeaux, travailler sur le lien avec les habitants et les éleveurs. On se demande, je m'arrête sur le sujet des patous, si finalement le problème du loup, de la prédation, a pas été remplacé presque plus par le problème des patous, des conséquences, d'avoir toujours l'œil, etc., d'aller pour certains au tribunal, on l'a vu dans le 05. De toute façon, la prédation a généré énormément de problèmes, puisque vous avez, en plus avec l'effet Covid, des gens qui ont besoin de nature, besoin de vélo, besoin de marche, besoin de s'oxygéner, et en même temps, vous avez tout ce pastoralisme qui est, j'allais dire, historique et ancestral, et donc la cohabitation est compliquée, parce que vous avez de plus en plus de loups, les éleveurs doivent de plus en plus se protéger et il y a de plus en plus de gens dans les montagnes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une déclinaison de problématiques avec une incompréhension. C'est-à-dire que les gens pensent que les éleveurs mettent des chiens parfois parce qu'ils sont subventionnés pour les mettre, alors que c'est des protections, avec une vision complètement ubuesque de ce que peut être l'élevage. Et donc c'est très compliqué en ce moment. On a un gros travail de pédagogie pour montrer que l'éleveur est victime de la situation. Il n'a pas demandé. Il s'en passerait. Et donc c'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a une petite montée comme ça en pression, ou avec beaucoup d'incompréhension. Et on a un gros travail de pédagogie, d'explication. Alors les gens sont plutôt bienveillants parce qu'ils s'aperçoivent que grâce aux bergers, ils peuvent skier, on a ce territoire aussi grâce à l'agriculture. Donc s'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de territoire. Mais il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de travail là-dessus, honnêtement. L'autre sujet de tracas, mais alors ce qu'on en fait peut-être beaucoup d'en parler trop souvent, mais c'est ce problème
décourt d'une part de la lavande et de cette menace de la directive européenne qui semble être un peu remise en cause, mais enfin bref, qui viserait à classer, pour faire court, les dérivés du lavandin en produits toxiques. Est-ce qu'on en fait un peu trop d'en parler si souvent, ou est-ce que c'est un vrai sujet? C'est un vrai sujet, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi se poser. L'Union européenne est en train de travailler avec les députés européens, les sénateurs s'en sont emparés, la profession s'en est emparée. Je crois que là, actuellement, il faut essayer de laisser poser les choses. On est en pleine récolte, du coup, ça nous permettra d'avoir des situations de marché claires, puisqu'on aura les nouvelles productions qui arrivent. Et je pense que l'Europe a l'air d'être sensibilisée sur le risque et sur l'enjeu territorial lié à la production de lavandin. Après, ce qui est vrai que ce qui a été complexe et ce qui est complexe, c'est que nous avons des marchés extrêmement volatiles sur les céréales et les cultures vivrières. Donc les gens cherchent des compensations et c'est vrai que voilà, si vous avez une agriculture ou une production qui marche, des fois tout le monde y va, elle se casse la figure, après une autre repart. Là on voit que les céréales, le cours de céréales remonte, le cours de tournesol remonte. Donc peut-être que ça va recréer un petit équilibre et les gens vont revenir sur des productions un peu plus, j'allais dire, éclatées sur leurs exploitations et permettre de relancer le marché. Parce que si on va un peu plus haut, Revest du Bion ou à Banon, ceux qui sont bien dans le lavandin ou la lavande d'ailleurs, on les entend râler en disant mais pourquoi maintenant on envoie à Oraison, pourquoi on envoie à Manosque, dans le Haut-Var, dans les plaines, ce qui n'était pas forcément l'usage. En fait, c'est vrai que ce qui a été la grosse problématique, c'est que les territoires historiques ont planté ça parce qu'ils n'avaient pas d'autres sources de production. Certains, moi je vois, j'ai des collègues, ils plantent dans les cailloux, ils broient des cailloux pour planter du lavandin. Et c'est vrai que la montée du prix du lavandin, en même temps que l'inversement des courbes des productions de semences, du blé dur, tous ces prix qui sont effondrés, on fait que des gens à l'irrigation se sont dit mais pourquoi pas nous, vu les charges qu'on a, on pourrait planter, sans s'imaginer qu'on est sur des marchés de niche dans la niche et que lorsqu'il y a trop de surface, forcément on est sur des marchés matures, on est sur quasiment 2200 tonnes de production d'huile essentielle. Donc quand vous êtes à 2004-2006, de suite vous avez des problèmes qui arrivent. Et c'est vrai qu'il faut travailler pour protéger nos territoires historiques parce que c'est réellement, il y a vraiment un enjeu pour notre territoire. Là, vous êtes plutôt dans le registre positif, on le sent bien en vous écoutant. Vous allez essayer de positiver dans les jours qui viennent en essayant de mettre encore plus, pour contrebalancer et peut-être pour faire un peu de lobbying aussi par rapport à l'Europe, mettre en valeur encore plus le lavande et le lavandin. Jusqu'à imaginer une reconnaissance. Oui, l'idée, ça sera vraiment l'idée, c'est d'inscrire notre production de lavandin dans le patrimoine, au patrimoine de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que au travers du lavandin, il y a quand même toute une démarche territoriale, c'est-à-dire que vous soyez un élu, que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez une office de tourisme, que vous soyez un habitant du territoire, il y a vraiment un caractère passionnel de notre production, puisque ça, on le voit, ça a permis à des photographes, à des auteurs même. Giono disait la Provence, l'âme de la Provence, c'est la lavande. Il est pas loin de sa ferme d'ailleurs, qui est là-bas au milieu. Et du coup, c'est vrai que on a voulu monter un projet qui ne soit pas qu'agricole, soit un projet qu'on construise tous ensemble et de territoire pour vraiment donner une dynamique. Alors ce sera sur plusieurs territoires, parce qu'on va jusqu'à la Drôme provençale, et donc tous les producteurs historiques. Mais l'idée, voilà, c'est de remettre en avant ce caractère assez exceptionnel des territoires historiques de production de lavandin et emblématiques, et de les protéger et d'influencer un peu aussi les acheteurs en disant voilà, communiquer c'est bien, mais les mots d'amour c'est important, mais il faut des preuves d'amour. Merci Laurent. Merci, alors, double merci, parce que quand même quand les gens, quand vous êtes en réunion ou en représentation, c'est autre chose, mais là vous êtes au boulot, vous avez coupé. Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Pour finir le champ, il y en a pour combien là? Oh, je pense que j'en ai pour une bonne petite journée. Ah oui, ouais. Mais après, voilà, vous voyez, quand on parle d'agriculture biologique, c'est important, mais on voit que c'est du boulot, c'est pas quelque chose qui se fait de manière simple. Vous voyez, il y a des graminées qui poussent, donc ça veut dire qu'il faut passer souvent, il faut trouver des nouveaux outils, des nouveaux modèles pour aussi diminuer la pénibilité, parce que quand on a la chance d'avoir des salariés, il faut aussi arriver à diminuer la pénibilité, faire en sorte qu'ils puissent travailler et s'épanouir au travail aussi, quoi. On sait que c'est compliqué de recruter, vous avez trouvé une bonne solution, le hasard, de la proximité, je crois qu'il habite Fort-Calquier. C'est un réfugié politique qui travaille avec vous. Hein. En fait, je suis passé par... Pour être instituteur dans son pays, voilà. Oui. C'est Zeraï, c'est quelqu'un qui... Alors, je l'ai rencontré grâce à une personne qui s'appelle Catherine Capdeville, qui travaille à l'association Les Pieds sur Terre et qui
et qui s'investit énormément sur justement le besoin en main d'œuvre agricole, et en même temps essayer de répondre à une détresse sociale vis-à-Vis des réfugiés politiques. Il y a des Afghans, des Africains, et du coup j'ai rencontré cette dame qui m'a dit mais j'ai quelqu'un sur Forcalquier qui pourrait travailler, et du coup on essaie de faire des partenariats avec justement la FDSEA, avec eux, pour voir comment on pourrait peut-être pérenniser des emplois. On va travailler sur la création d'un groupement d'employeurs et voir comment on peut essayer de pérenniser les emplois, répondre à un besoin de main d'œuvre agricole, et en même temps jouer notre rôle, parce que je pense que l'agriculture, on le dit pas assez, on est un des rares métiers où il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Les problèmes de la langue, on peut les passer, et on peut évoluer, on peut travailler, on peut s'épanouir. Finalement, c'est pas plus dégradant d'être dans un champ que de travailler dans une entreprise. Et donc l'idée, c'est de faire la promotion de l'emploi, de montrer que l'agriculture, ça peut être un métier à la mode. Et en plus, maintenant, avec les outils que vous voyez, on peut, vous l'avez vu chez Frédéric ou chez d'autres, maintenant on arrive à avoir quand même des conditions de travail qui sont au niveau de la pénibilité. Alors je dis pas que bon, vous êtes au soleil, ça peut être difficile parfois, mais je pense qu'on a vraiment fait des progrès, et il y a vraiment moyen je pense, de s'épanouir et permettre aux territoires ruraux de donner du travail à des gens qui n'ont pas forcément les diplômes, où il n'y a pas forcément le milieu économique au niveau des entreprises pour créer de l'emploi. Et nous, on est une vraie valeur ajoutée pour ça, je pense, pour les territoires du 04, même les territoires ruraux. Merci Laurent, on vous laisse bosser. On vous laisse.